Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre et les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette toute nouvelle émission qu'est Agriculture durable, une émission qui a pour but de vous faire mieux comprendre les enjeux de l'agriculture de notre époque. Alors nous allons traiter de différentes thématiques, nous parlerons d'environnement, nous parlerons de gestion, de la biodiversité, mais aussi de thématiques sociétales. Et pour ce faire, chaque mois, nous aurons sur ce plateau des invités qui sont une référence en la matière. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur le conseiller fédéral Guy Parmelin. Notre première thématique ce mois sera celle de l'énergie renouvelable, sujet ô combien actuel. Alors je vous propose tout de suite d'aller découvrir le sommaire du jour. Aujourd'hui, comme tous les mois, 4 reportages au sommaire. Le premier, c'est un sujet de société principal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'énergie renouvelable. Un autre sujet qui sera le portrait d'un producteur en lien avec un produit dont on suit le trajet de la fourchette à la fourche, plein feu sur l'endive. On aura aussi une rubrique fact-checking pour démêler le vrai du faux. Et puis finalement, un rendez-vous à ne pas manquer chaque mois. Et maintenant, il est temps de vous présenter nos invités. Alors le premier est conseiller fédéral, chef du département de l'économie, de la formation et de la recherche. Il a effectué un apprentissage d'agriculteur, diplômé de Marcellin en 1979. Il est aussi copropriétaire d'un domaine agricole et viticole avec son frère à Bursin dans le canton de Vaud. Bonjour Guy Parmelin. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue. À vos côtés, aujourd'hui, nous avons le président de Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, co-exploitant avec son fils et sa fille d'un domaine bio de vaches allaitantes ainsi que de production d'énergie près de Montreux. Il s'agit de Claude Beller. Bonjour Claude. Bonjour madame. Et finalement, dernier invité, last but not least, comme on dit, il est ingénieur, directeur et fondateur de REP, le bureau d'études spécialisé dans la valorisation des déchets et effluents organiques, représentant de l'antenne latine de l'association Biomasse Suisse. Il s'agit de Yves Membré. Bonjour Yves, bienvenue. Bonjour. Alors bienvenue à vous trois, merci, messieurs, merci d'ouvrir les feux puisque c'est une toute première que cette émission d'agriculture durable. Et j'aimerais m'adresser à vous en premier, Monsieur Parmelin, en vous posant cette question qui malgré tout est importante. Est-ce qu'une émission telle que celle-ci est importante aujourd'hui? Est-ce qu'elle a lieu d'être? Est-ce qu'elle est nécessaire? Oui, je pense qu'elle est nécessaire, ne serait-ce que pour montrer à l'ensemble de la population les défis auxquels est confrontée l'agriculture, mais aussi ce qu'elle peut apporter dans l'amélioration de la situation sur le plan écologique, les énormes efforts qui sont déjà entrepris jusqu'ici, la contribution en matière de protection du climat, d'énergie renouvelable, nous allons en parler. Il y a des surfaces de toit considérables qu'on peut utiliser pour des panneaux photovoltaïques. Donc je pense que dans cette perspective de rapprochement, de meilleure compréhension entre les gens de la campagne, de l'agriculture et les citoyens de la ville, l'émission a tout son sens. Donc il y a peut-être un lien qui s'est perdu entre les gens et les agriculteurs et il faut le reconstruire aujourd'hui. Je pense, oui. À une époque, tout le monde avait un grand-père qui était agriculteur, passait ses vacances d'été dans une ferme. Maintenant, ce lien s'est distendu. Le débat que nous avons eu, qui était assez vif pour rester modéré quand il y a eu les votations sur les pesticides, a permis de faire déjà mieux comprendre les enjeux à la population. Mais je crois que nous sommes devant des défis avec le changement climatique extraordinaires et l'émission a tout son sens. Claude Beller, en tant que président de Prométer, et c'est à votre initiative que cette émission est née d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous présenter Prométer un peu mieux? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, Prométer, oui, volontiers. Prométer regroupe l'ensemble des métiers de la terre vaudois. Il s'agit des maraîchers, des agriculteurs, des arboriculteurs et des viticulteurs.
Et puis, tous les modes de production sont recensés aussi au niveau de Prométhère, l'agriculture raisonnée, l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation, les micro-fermes et d'autres encore. Et Prométhère a 3 secteurs d'activité principaux. Le premier est services et conseils, le deuxième est le secteur des assurances, et le troisième, qui nous concerne plus aujourd'hui, est la défense et la promotion professionnelle. Et puis la promotion professionnelle a pour objectif d'expliquer à la population l'évolution des activités agricoles et puis de définir le cadre qui nécessite le bien pour pouvoir produire et qu'on continue nos activités professionnelles, surtout en lien avec l'alimentation de la population et aussi pour maintenir le revenu de l'agriculture. Sujet central dont nous allons débattre durant ces émissions. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Yves Membré. Le potentiel d'énergie que peut fournir l'agriculture aujourd'hui en Suisse, quel est-il ? Alors, le potentiel, il est en réalité exprimé dans les objectifs de l'Union suisse des paysans en matière de production d'énergie renouvelable, qui ambitionne à l'horizon 2030 de produire 2100 gigawattheures d'électricité provenant d'exploitations agricoles, ce qui correspond à la consommation de 500 000 ménages, et également, sous forme de chaleur, de produire 1300 gigawattheures, c'est 130 000 tonnes de mazout. Il y a plusieurs types d'énergie aussi, Monsieur Membré, on parle de solaire, de biomasse, d'éolien. Vers quoi est-ce qu'il faut se tourner ? C'est quoi les plus intéressants, si on peut qualifier la chose comme ça ? Évidemment, tout dépend de la configuration et de la situation du domaine agricole. Les sujets qui viennent en priorité, c'est évidemment le photovoltaïque, où il y a le plus gros potentiel et où il y a également des très grandes surfaces de toiture dans des exploitations agricoles. Et le biogaz est également un sujet important. L'éolien est peut-être un peu plus à la marge parce qu'il n'est pas forcément complètement aux mains de l'exploitant agricole. Monsieur Parmelin, très rapidement, le développement de l'énergie agricole, est-ce que ça connaît aujourd'hui un développement régulier ou est-ce qu'il est quand même subordonné à des décisions politiques ? Non, naturellement, il y a des décisions politiques. Songez simplement à la loi sur l'aménagement du territoire. Il y a beaucoup de décisions qui vont être prises et qui ont déjà été prises au niveau des chambres fédérales, du Parlement, pour encourager, pour accélérer, pour diminuer aussi les obstacles que peuvent rencontrer, pas seulement l'agriculture, les différentes personnes qui souhaitent développer les énergies renouvelables. Dans l'agriculture, monsieur a parlé du biogaz. On estime qu'il y a un potentiel, par exemple, d'augmentation, de représentation de 10% de la consommation d'énergie suisse. Actuellement, on peut multiplier par 10 ceci. Mais il y a des obstacles et il y a des investissements. Il faut toujours de l'argent. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre premier sujet, Saint-Pré-Lignerolles, Pommy. Vous allez voir dans ce dossier du mois que de nombreuses exploitations en Suisse romande produisent aujourd'hui leur propre énergie et que cela ne date pas d'hier. Photovoltaïque, biogaz et autres mesures visant à protéger l'environnement, mais aussi à réduire la production de CO2 font partie d'une vision bien ancrée et depuis longtemps. Alors comment ces agriculteurs s'y sont-ils pris ? Regardez. Ici à Saint-Pré, nous cultivons une trentaine de fruits et légumes, dont les radis, du mesclun, des tomates et depuis peu la noisette du Piémont, que nous sommes les seuls à faire en Suisse. Je suis agriculteur à Lignerolles et avec mon fils et en partenariat avec Remond Énergie, nous avons créé un biogaz en 2014. Ici, on est à Pommier, sur une exploitation mixte, donc une exploitation grande culture et une exploitation laitière. Donc on est entièrement biologique et l'entier de notre production laitière part pour le gruyère AOP. On a mis depuis longtemps des mesures en place qui ont été dans les serres, par exemple un double vitrage, un écran thermique. Sur les chaudières à gaz, on a mis des récupérateurs de chaleur pour que les fumées sortent très bas, à basse température. Et plus tard, on a mis du photovoltaïque pour créer notre énergie qu'on peut autoconsommer environ à 90%. Et en plus, on a pris une mesure quand on a construit des frigos pour récupérer la chaleur des moteurs et des gaz pour chauffer des appartements pour nos employés.
notre entreprise fait partie depuis le début de l'ANEC, ce qui nous a permis de baisser notre taxe sur le CO2 grâce aux mesures prises pour économiser l'énergie en fait. J'aimerais laisser à mes enfants une entreprise saine, une entreprise viable, écologiquement le plus propre possible, grâce à toutes les mesures qu'on avait entreprises. En biogaz, c'est une installation où on va extraire ce biogaz de plein de matières, fumier, lisier, des déchets de moulins, des déchets entre guillemets d'industrie alimentaire. Et cette matière est chauffée dans des digesteurs à 40 degrés. Il y a des bactéries qui sont là, présentes naturellement, qu'on amène aussi avec le fumier. Ces bactéries sont déjà là. Et ces bactéries vont transformer cette matière organique en biogaz. Ce biogaz est stocké en dessus des cuves et ensuite acheminé via des tuyaux souterrains jusqu'à un moteur. Ce moteur va consommer le biogaz, entraîner une génératrice, produire de l'électricité. Et en même temps, ce moteur, il faut le refroidir. Donc il nous produit aussi de l'eau chaude. Cette eau chaude va servir à chauffer les digesteurs pour la production de biogaz et ensuite chauffer 2 quartiers de maison. Alors avec ce biogaz, ces 20 000 tonnes de matière que nous passons chaque année, on produit environ 2 700 000 kWh électriques, ce qui représente la consommation de 970 ménages. On produit de l'eau chaude avec l'eau de refroidissement des moteurs qui nous permet de chauffer les digesteurs, chauffer des maisons, sécher du bois, sécher des céréales, sécher notre foin. Et on produit aussi de l'engrais, vu qu'à la sortie, cette matière est répandue dans les champs pour fertiliser nos cultures. Cette installation aussi nous permet d'économiser l'équivalent de 800 tonnes de CO2 par année, vu que ce méthane est consommé dans les moteurs. Alors quand on a décidé de faire ce bâtiment, on voulait vraiment être le plus global dans tout. Donc on a pensé au maximum de choses, c'est-à-dire que le but était d'être un circuit fermé, d'avoir d'un côté les vaches et leurs effluents qui nourrissent nos cultures, nos prairies qui nourrissent nos animaux, et si on voulait pousser encore plus loin la chose, il fallait que le bâtiment soit autonome en électricité. Donc, on a utilisé complètement un pont de toit qui est pur sud, niveau exposition, qui nous permettait, avec 800 m² de panneaux photovoltaïques, d'alimenter l'entier du bâtiment. Donc, il a une production de 150 MW. Et pour pouvoir garantir la période sans ensoleillement, donc le crépuscule et la nuit, il nous fallait une batterie domestique. Cette batterie, justement, permet de reprendre le relais sur l'énergie solaire durant la journée pour nous permettre différents travaux durant la nuit, comme la traite l'hiver ou alors sécher du foin sur les dernières heures de la journée. En plus d'être autonome, il est intelligent. Tout est géré électriquement. Les robots qui poussent le fourrage, les robots qui raclent derrière les animaux, c'est pas manuel, c'est 100% automatisé. En résumé, l'entier de cette production photovoltaïque, c'est un quart pour nous, la moitié pour les serres horticoles et le dernier quart au service de la population. Voilà, on a bien entendu dans ce sujet, je reprends les chiffres, environ 25% de production propre chez le dernier éleveur, 50% pour les voisins agriculteurs et 25% au service de la population. Donc on se rend compte que l'agriculture ici, c'est aussi une solution de production énergétique et pas uniquement un consommateur. Je me tourne vers vous, Monsieur Parmelin. Donc l'agriculture a ces bâtiments, ces surfaces qui sont utilisées évidemment pour le propre des agriculteurs, mais aussi pour redonner. Quelle est la vision de la Confédération sur ce sujet ? Alors je crois que la Confédération elle a déjà une stratégie de durabilité globale pour tout le monde, mais aussi pour l'agriculture. Et quand je vois ces reportages, on voit l'entrepreneuriat, et c'est ce qui me frappe, la réflexion, l'aspect rationnel, l'aspect
concurrentiel quelque part. Comment est-ce que je peux diminuer mes coûts? Quelles solutions je peux développer pour le futur? Il y a une vraie réflexion. Voilà, pour être plus efficace en termes énergétiques, pour être compétitif, pour diminuer les coûts. Et c'est ceci que la Confédération veut encourager. Elle accompagne cela. Elle accompagne ceci depuis le 1er janvier de cette année. Que ce soit l'Office fédéral de l'énergie qui peut venir en aide à certains projets par des soutiens à fonds perdus, l'Office fédéral de l'agriculture où là c'est plutôt des frais, des prêts sans intérêt pour des investissements. Il y a différentes mesures, certaines sont plafonnées, limitées dans le temps, mais c'est tout des incitatifs pour permettre d'accompagner ce mouvement parce qu'il est dans l'intérêt général, dans l'intérêt de l'agriculture, mais dans l'intérêt de toute la société. Voit, bien sûr. Alors, on parle aussi de biogaz, on l'a vu chez l'agriculteur de Lignerolles. Sur son site internet, il est indiqué que la biomasse offre, outre de l'énergie, évidemment, des avantages importants, comme par exemple la gestion des déchets ou la nuisance pour les riverains. Quels sont les avantages principaux qu'on trouve dans la biomasse, Monsieur Membré? Alors, il y a un certain nombre d'externalités positives et négatives liées à ces installations de biogaz. Elles sont de 4 ordres. Il y a tout d'abord un ordre économique, évidemment, et énergétique. Il y a également un ordre agronomique, parce que, comme l'a montré le reportage chez M. Petermann, on voit qu'on récupère en plus de l'énergie des engrais et de la matière organique qu'on peut restituer au sol. Il y a également un volet socio-économique. On crée des emplois, on génère de l'activité pour des entreprises locales. Ce n'est pas des réalisations qui ont été faites en important beaucoup de matériel de l'étranger. Et puis, enfin, bien entendu, l'aspect climatique est très important. M. Petermann l'a également mentionné, 800 tonnes de CO2 économisées grâce au fait qu'on a valorisé ces engrais de ferme, ces lisiers, ces fumiers dans l'installation de biogaz et évité que du méthane s'échappe à l'atmosphère. Alors, messieurs, je vous pose la question, est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Est-ce que c'est faisable? Bon, les technologies évoluent naturellement. Il faut aussi que les investissements puissent avoir une certaine rentabilité. Peut-être que ce n'est pas aussi simple partout et pour toutes les exploitations. Je pense par exemple à des exploitations qui sont dans l'avo viticole. Le l'avo est un site protégé. Vous avez des problèmes d'aménagement du territoire. Peut-être qu'ici, c'est plus au niveau de l'aspect isolation de bâtiments, récupération aussi de chaleur, photovoltaïque, mais avec peut-être davantage de restrictions qu'ailleurs. Là, on était dans des reportages dans des régions de grande culture, mais il faut aussi bien être conscient que ce sont des investissements conséquents. Bien sûr. Et on le voit, il y a une réflexion aussi, est-ce que je vais être rentable, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux encore améliorer. Et tout ceci, la Confédération, elle peut l'accompagner, mais ce n'est pas elle qui va à la place prendre les décisions. Elle peut mettre les conditions cadres et le Parlement, naturellement, après, doit voter les budgets, puisque c'est des soutiens budgétaires. Justement, cet aspect des coûts, ça peut être un des désavantages. Et je pense que vous en êtes bien conscient aussi, Monsieur Belair, vu que vous êtes dans le processus de poser des panneaux solaires sur votre exploitation. Oui, alors effectivement, mais peut-être pour compléter ce qu'a dit Monsieur Parmelin, dans tous ces éléments d'énergie renouvelable, il y a aussi un élément extrêmement important, c'est les connaissances techniques de ceux qui mettent ça en place. Parce que c'est vrai que c'est une branche professionnelle en plus des activités agricoles. Donc, il faut avoir vraiment pouvoir maîtriser les bons partenaires, en fait. Les bons partenaires et puis les connaissances aussi. Alors, évidemment, beaucoup d'agriculteurs se forment directement sur le tas. Puis, effectivement, ce qui nous concerne chez nous, alors, on a des panneaux qui vont s'installer sur notre habitation qui est en dehors du centre de l'exploitation. Et puis ça se fait d'une manière tout à fait raisonnable, comme dans toutes les familles lambda ou dans toutes les habitations lambda, où ça ne pose pas de problème particulier. Par contre, au niveau de l'exploitation, nous avons 800 mètres cubes de toit à disposition. Et puis, il y avait un projet qui était en place pour poser des panneaux photovoltaïques. Il y a déjà les transformateurs qui sont installés, tout est équipé, mais les panneaux n'ont pas été mis en place parce que, finalement, il y a une insécurité dans l'investissement et il faut, dès l'instant où on investit des très, très gros montants, il faut pouvoir les rentabiliser. Alors, d'avoir des activités entrepreneuriales, oui, mais qui soient rémunérées est un élément indispensable. Ça demande aussi une réflexion et on se rend compte que dans la période qu'on vit actuellement, entre crise énergétique et crise climatique, ce n'est pas nécessairement simple. Donc ça fait partie des désavantages, Monsieur Membré? Oui, effectivement, l'incertitude pour l'investisseur, c'est un élément. Il y a également l'incertitude par rapport à l'évolution réglementaire.
cantonale ou fédérale qui peut également créer des difficultés et des surcoûts aussi à l'investissement. Donc c'est également des paramètres à prendre en compte pour les gens qui portent des projets. Alors justement, maintenant, on va s'intéresser à notre prochain sujet et ça s'appelle de la fourchette à la fourche. Vous allez bien voir tout de suite pourquoi. Que se passe-t-il entre le point d'arrivée et le point de départ? Chaque mois, nous vous proposons le portrait d'un producteur au travers d'un produit phare. Aujourd'hui, c'est l'endive que nous allons suivre et on ne l'a pas choisi pour rien parce que c'est un petit légume particulièrement capricieux qui a besoin de beaucoup d'énergie. Regardez. Pour moi, l'endive, au niveau culinaire, je ne suis peut-être pas la bonne personne, on va dire, parce qu'en définitive, j'en produis, mais je l'adore sous toutes les formes. En plus, si vous la prêtez sous la forme light, c'est un produit qui est très, très peu calorique. Donc, c'est très bénéfique pour garder une ligne. J'exploite un domaine de polyculture élevage dans lequel on produit des pommes de terre, des endives, des céréales, du maïs et de l'herbe pour les vaches laitières. Il faut savoir que l'endive est une plante capricieuse. Elle est déjà flemmarde à la levée, ensuite de quoi elle a beaucoup de difficultés à supporter les aléas climatiques qui, en définitive, en plus, est très exigeante en main-d'œuvre. Voilà, alors ici nous sommes dans le frigo. En définitive, après ce que les endives aient poussé tout au long de l'été dans les champs, ensuite on va les récolter avec une arracheuse et puis on va les mettre ici dans les palox pour les stocker pendant l'hiver, pour ainsi créer un arrêt végétatif, on va ensuite les ressortir au fur et à mesure des besoins pour les mettre en production et obtenir ainsi les chicons ou les endives si vous préférez. C'est peut-être le plus frustrant dans cette culture, c'est que vous faites une culture de blé, elle ne va pas, vous n'allez pas gagner grand-chose. Et vous n'avez pas investi beaucoup de temps, vous n'avez pas investi beaucoup d'argent. Donc j'ai envie de dire, vous n'allez pas perdre l'argent, vous n'allez pas en gagner. Tandis que dans l'endive, quand ça va bien, ben vous en gagnez. Alors quand ça ne va pas, vous en perdez. Une fois que les racines sont sorties du frigo, comme je vous l'ai dit, on les laisse dégeler. Ensuite de quoi, on les vide dans cette trémie. Et dans cette trémie, elles vont alimenter la chaîne de plantation qui se trouve derrière moi. Ensuite, elles sont déterrées, encore une fois, parce qu'il reste des fois un petit peu de terre de la récolte. Hein. L'automne passé, vu que c'était relativement mouillé, ben, on a de la terre. Et puis après quoi, le personnel va les empiler dans la chaîne de plantation. Alors, une fois que les endives sont déterrées derrière moi, elles arrivent sur le tapis que vous voyez là. Ensuite, les gens qui travaillent vont les arranger sur les petites balancelles. Elles vont passer dans la caisse orange qui va les recouper pour qu'on ait une longueur homogène. C'est vrai qu'au champ, des fois, les machines ne permettent pas d'être très, très réguliers. Ça nous permet d'être réguliers. Ma production d'endives, elle est, je dirais, assez variable en fonction des saisons. On le voit ces dernières années avec justement ces périodes sèches, chaudes ou alors excédentes en humidité. Je dirais que l'entreprise produit normalement entre 200 et 300 tonnes d'endives par année. Donc ça fait une assez grande variabilité, mais qui est justement liée à cette évolution du climat qui fait qu'on n'arrive plus à garantir une certaine homogénéité comme par le passé. Nous produisons grosso modo 1500 kg d'endives par jour à 2000 kg. Donc ça fait à peu près 4000 sachets de 500 grammes qui partent de mon entreprise tous les jours. Autre élément important pour la culture de l'endive, c'est qu'elles doivent pousser dans l'obscurité totale afin de rester belles blanches. Car s'il y avait de la lumière, il y aurait le phénomène de photosynthèse, elles seraient vertes et donc amères. Après la plantation, on va mettre les endives 1 pouce dans les bacs que j'ai derrière moi. Si vous regardez, les bacs, ils ont un pied rose, un pied blanc, qui fait qu'on va faire circuler de l'eau en alternance. Et l'eau arrive ici, et elle va repartir au coin opposé du bac suivant. Elle va revenir là, elle va repartir, et quand elle arrive en bas, elle va repartir vers une pompe ou dans une cuve. On va soit réchauffer, soit refroidir l'eau en fonction de ce qu'on demande.
et puis la réoxygéner pour brûler un maximum de bactéries. Vous voyez cette endive, elle a une petite semaine de salle de forçage, donc elle est en train de mettre des radicelles qui vont lui permettre de pomper l'eau pour faire pousser l'endive dessus, sachant que l'énergie nécessaire à la croissance de l'endive a été emmagasinée pendant l'été dernier au champ. Un peu plus de 2 semaines après ce que vous venez de voir, on arrive à de l'endive à maturité qu'on va mettre au frigo ce soir pour emballer demain. Et normalement, à 11 h, elles prennent le camion pour se retrouver dans les magasins le lendemain. Donc, on est vraiment dans un circuit très court. On a de la chance, malgré tout, en Suisse, d'avoir une telle palette de diversité de produits qui nous est offerte tout au long de l'année. Et que si, en plus, en tant que, j'ai envie de dire, privilégié sur cette planète, on peut se dire qu'il faut manger local de saison, eh bien, c'est très certainement une bonne attitude. Voilà. Et je remercie les gens qui ont tendance à partir dans cette direction. Voilà, vous venez de voir ce reportage, on l'a remarqué, hein, l'endive et sa culture eh bien, sont liés directement avec le changement climatique, puisqu'on se rend compte qu'il y a un rôle capital qui est joué sur la production avec des fluctuations assez fortes. Au niveau du tonnage, on est entre 200 et 300 tonnes, c'est des variations énormes. Et ça m'amène à cette question, est-ce que ça signifie que l'agriculture qu'ont connue nos parents ne sera pas la même que celle que connaîtront nos enfants ? Oui, alors merci pour cette question. Alors effectivement, l'agriculture, elle ne sera pas la même chose parce qu'elle est en évolution permanente. L'agriculture, elle s'adapte à toutes les nouveautés, autant techniques que météorologiques. Et là, moi, je suis persuadé qu'on va continuer de faire des activités comme celle de l'endive parce que ça amène une certaine diversité dans la panel du panier du consommateur. Et le consommateur souhaite avoir un panier diversifié. Donc, il est important d'avoir des gens très spécialisés comme Sébastien pour pouvoir cultiver des endives. Monsieur Parmelin, vous vouliez réagir, oui. Oui, ce qui est peut-être important, l'agriculteur va toujours produire ce que le consommateur veut. Si le consommateur change ses habitudes, l'agriculteur va essayer d'exploiter, parfois c'est une niche de production, parfois c'est des changements de comportement alimentaire. Et il faut bien voir que l'agriculture, elle va s'adapter aussi au changement climatique, à l'évolution, mais s'il n'y a pas de changement de comportement alimentaire dans toute la chaîne, si la chaîne globalement ne s'adapte pas non plus, ça va être extrêmement difficile. On ne peut pas décréter, la politique agricole ne peut pas décréter maintenant vous faites ceci, vous faites cela, s'il n'y a pas de changement. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, les consommateurs, ils iront chercher à l'étranger, on va augmenter le tourisme d'achat si on ne produit plus en Suisse ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un énorme défi aussi dans la future politique agricole, c'est d'intéresser toute la chaîne. Monsieur Parmelin, ce que vous dites aussi, c'est que si on a des fraises en février, c'est parce que le consommateur veut des fraises en février ? Mais voilà, et ça, c'est quelque chose... bien sûr, ça fait envie d'avoir des fraises quand vous voyez des belles fraises, mais si vous mangez de saison, comme ça a été dit aussi, ça va aussi très bien. Parfois, vous patientez 1-2 mois, et puis vous avez des fruits qui sont... bien meilleurs, souvent. Plus sucrés, davantage. Vous vouliez réagir aussi, Monsieur Mombré ? Oui, je pense que, comme dit Monsieur le conseiller fédéral, il y a effectivement le fait que le producteur il répond à l'attente du consommateur, mais je pense que quand même, on peut quand même essayer de l'orienter d'une certaine manière. Il y a un certain nombre de... Peut-être même qu'on doit. Il y a un certain nombre de difficultés qu'on connaît dans la branche qui sont liées à des habitudes qui nous sont imposées par des producteurs, par des gros distributeurs. Exact. On a notamment cette nouvelle habitude ou manie de coller des autocollants sur les fruits et les légumes. Ça pose des très grands problèmes dans les installations de biogaz. Donc là, je pense qu'il y aurait un moyen, probablement, pour le Parlement ou pour le gouvernement d'essayer d'améliorer ce genre de situation.
Oui, je pense, ou même au plastique aussi, Oui. avec lequel on entoure à profusion les fruits et les légumes. Mais bon, cela est un autre sujet. On va revenir sur la question de l'énergie, qu'on voyait d'ailleurs dans ce reportage avec l'endive, puisque notre endive, qui est assez capricieuse, est aussi relativement énergivore. Il nous faut pas mal d'énergie pour la chauffer, la réguler, la garder au frais. Est-ce que quand on cultive un légume tel que l'endive, qui demande autant, c'est pas un problème par rapport aux soubresauts du marché qui actuellement sont compliqués quand même? Alors naturellement, le marché est difficile avec les coûts énergétiques. L'augmentation du coût de l'électricité, par exemple, a amené des défis énormes à certains producteurs, pas seulement d'endives d'ailleurs. Et puis vous avez aussi l'aspect de l'inflation. Alors là, on a peut-être un peu plus de chance, puisque si vous voyez ce qui se passe à l'étranger, l'inflation est beaucoup plus grande. On en importe quand même environ 2500 tonnes par année. On en produit 6500 tonnes ces dernières années. Donc le fait que l'inflation est plus basse en Suisse, ça amortit peut-être un peu le choc, mais les coûts énergétiques sont énormes. Et puis en Suisse, nous sommes un pays où la main-d'œuvre est aussi plus chère. On a besoin d'une certaine main-d'œuvre. On veut payer des salaires qui sont normaux, de façon à ce que les ouvriers puissent vivre. Et ça, je crois qu'il faut en tenir compte. Et il y a nécessairement un surcoût, mais que le consommateur devrait être prêt à payer quand on voit le professionnalisme et la qualité du produit qu'on lui amène. Est-ce que vous diriez qu'on rentre dans un futur ou un présent de culture complexe, un petit peu comme avec l'endive, où finalement on va travailler des produits d'une autre manière et qu'on s'oriente dans cette direction-là, Monsieur Belair? Alors moi, je ne dirais pas qu'on s'oriente vers des cultures complexes. Toute l'agriculture est relativement complexe. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand on voit une installation comme celle de la famille Pache, eh bien, la famille Pache, ça fait très longtemps qu'ils ont démarré dans la culture d'endive. Et puis après, il y a je parlais de sécurité d'investissement tout à l'heure, eh bien, avec le temps, ça permet d'amortir les investissements. Parce qu'on ne peut pas tout d'un coup dire une année, tac, on décide d'arrêter de faire de l'endive. Il faut qu'il y ait une certaine continuité. Oui, il faut avoir une vision sur le long terme. Et puis ça, en termes de production d'endive, mais surtout aussi en termes de gestion d'exploitation. Parce qu'il est nécessaire d'avoir une rotation de culture qui est indispensable pour le maintien de la fertilité des sols. Alors, dans l'exploitation qu'on vient de voir, comme il l'a dit, il fait du maïs, des céréales, du colza, des patates et de l'endive. Et il y a une rotation qui se fait pour maintenir la qualité des sols. Et ça, c'est un élément qui est important, d'avoir toujours cette espèce de cercle vertueux, y compris les vaches qui sont là dans son exploitation pour amener des fertilisants, pour faire pousser des belles patates. Ça, alors moi, si vous permettez, ça, c'est quelque chose dont on ne mesure pas, c'est l'importance. Ça fait de très nombreuses années, plusieurs dizaines d'années, que la rotation de culture pour assainir les sols existe. Dans la politique, le New Green Deal de l'Union européenne, on introduit maintenant seulement cette obligation. Donc je crois qu'il faut voir l'avance que nous avions et maintenant l'agriculture fait tout pour garder aussi ces avantages. Alors moi je vais garder le mot qu'on a utilisé tout à l'heure ou que vous avez utilisé qui est celui de vision, puisque dans notre prochaine rubrique qui s'appelle fact-checking, vous allez le voir, on parle beaucoup d'agriculture, on parle de ce qu'on mange, de ce qu'on mangera, et puis dans cette profusion de discours, eh bien, il arrive que certains chiffres soient parfois erronés ou mal utilisés, peut-être même mal interprété. Alors nous allons tenter de démêler le vrai du faux et revenir sur un chiffre emblématique qui mérite d'être expliqué. Dans cette première rubrique, on se penche sur les émissions de CO2 produites par l'élevage. Et les biotechnologies pourront jouer un rôle, mais pas un rôle suffisant. Donc nous misons surtout sur des changements structurels qui sont douloureux, mais inévitables, en particulier une réduction du cheptel au niveau de l'élevage, puisque l'élevage contribue à plus de 80% aux émissions de gaz à effet de l'agriculture. Otto Schäfer, biologiste, est membre de la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la CENH. Dans un reportage diffusé dans le 1930 sur la RTS, il déclare que 80% des émissions de CO2 de l'agriculture sont provoquées par l'élevage. Mais en examinant l'étude sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre sur le site de l'Office fédéral de l'environnement, on constate que cette affirmation est fantaisiste. En 2020, l'émission totale de gaz à effet de serre est de 43,4 millions de tonnes d'équivalent CO2. Les chiffres de la Confédération montrent que l'agriculture rejette 5,8 millions de tonnes de CO2, soit 13,3% des émissions totales.
Et le bétail, lui, contribue à hauteur de 3 millions de tonnes de CO2. Ce qui signifie que l'élevage ne représente concrètement que 52,5% des rejets de CO2 du monde agricole, voire 56,4% si l'on prend en compte l'ensemble de la détention d'animaux. On est donc bien loin des 80% avancés par Otto Schäfer. Par ses propos, il laisse sous-entendre que l'agriculture, en particulier l'élevage, ne serait pas compatible avec les défis climatiques qui nous attendent. En tant qu'expert de la Confédération qui émet des recommandations politiques sur la base d'un rapport officiel, on peut s'étonner d'une interprétation aussi erronée des chiffres disponibles. Monsieur Parmelin, une réaction ? Bon, je n'ai pas en tête les chiffres. Ce que je peux simplement dire, c'est que oui, il y a une production de méthane, de gaz à effet de serre de la part de l'élevage, mais il ne faut pas oublier que dans ce pays, on produit en gros 55% de ce qu'on consomme. Dans le secteur de l'élevage, puisqu'on exporte du fromage, on est à 100%. Mais on est un pays de montagnes, de collines, d'herbage en majorité. Le plateau est extrêmement restreint. Et si on veut mettre en valeur, si on veut entretenir les paysages, c'est ni vous ni moi qui allons aller brouter les prairies. Non, je vous confirme. Là, il y a une valeur ajoutée qui s'est faite. Et naturellement, il y a différents paramètres avec lesquels on peut jouer, que nous pouvons aussi améliorer pour le futur. Ça, c'est très clair que l'agriculture doit apporter sa pierre à l'édifice. Monsieur a parlé aussi des déchets tout à l'heure, de ce qu'on appelle le food waste. Là, il y a un potentiel d'économie considérable, mais de toute la chaîne, pas seulement de l'agriculture, de la production, en passant par les grands distributeurs à la consommation. Donc, je me garderai de jeter l'anathème avec des chiffres sur l'agriculture. Il faut voir le concept global. Alors, on va peut-être faire ça très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je pense que ça relie au sujet de ce qu'on peut appeler l'agriculture bashing ou l'agribashing, où finalement on vient critiquer l'agriculture sur plein de domaines, notamment l'utilisation de pesticides à outrance, l'agriculture détruit le climat. Est-ce que vous considérez que cet agribashing, il existe ? Oui, je l'ai vécu, je dois vous dire, je l'ai vécu pendant la campagne sur les pesticides, mais j'ai aussi vécu des prises de conscience, et ce genre de campagne de votation fait réfléchir les citoyens, et nous avons reçu beaucoup de courriers aussi, et il y a eu une grande réflexion dans la population, et maintenant avec la guerre en Ukraine, avec les problèmes que ça apporte de manière collatérale en matière d'approvisionnement, en matière d'énergie, je crois que la population se rend compte que la sécurité de l'approvisionnement au sens large du terme, pas seulement alimentaire, médicaments, etc., énergétique, c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Après, il faut trouver la manière de le faire le plus intelligemment possible et de manière à ce que le climat et l'environnement en souffrent le moins possible. Messieurs, on est déjà quasiment au terme de cette émission. Je sais, on a envie de dire encore plein de choses et pourtant le timing arrive au bout. On va donc devoir... Mais voilà, vous reviendrez. En tout cas, j'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé vos points de vue et votre expérience. C'est capital, c'est important. Et je pense que ça vous aide, vous qui nous regardez, à vous faire une meilleure vision des choses. Alors, on vous retrouve le dernier vendredi de mars pour la 2e édition d'Agriculture durable. C'est la seule émission romande sur le monde agricole, il faut le souligner. Nous parlerons de carbone. Et nous rencontrerons des agriculteurs vaudois exemplaires et vous montrerons comment protéger notre planète en mangeant local et en consommant local. Avant de se quitter, il nous reste encore à vous parler de notre rendez-vous du mois, en route pour la buvette du Parlement vaudois, gérée par Terre Vaudoise, la filiale de Prométer, consacrée à la promotion des produits locaux certifiés. Celle que l'on connaissait depuis 5 ans sous le nom de Cafétéria des parlementaires est désormais ouverte au public. Elle se situe dans un bâtiment historique. Et cette buvette est une sorte d'ambassade de l'agriculture vaudoise au cœur de Lausanne. Alors, on vous laisse la découvrir et on vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Ouverte depuis 5 ans, la buvette du Parlement n'est plus entièrement réservée aux élus. Prométer, qui gère l'établissement par le biais de Terre Vaudoise, a récemment ouvert officiellement les lieux à la population. Les Lausannois peuvent désormais profiter de la terrasse ainsi que des produits du canton le midi en semaine lorsque les députés ne siègent pas. C'est une opportunité au fond de mettre en valeur dans ce lieu qui a un passé, qui a une histoire, de mettre en valeur ces produits. C'est probablement du reste pour ça que Terre Vaudoise assume cette fonction ici, c'est qu'au fond, on incarne, en raison des spécificités de notre service traiteur, on incarne au fond cette agriculture et ce savoir-faire de mise en valeur des produits du terroir de ce canton.
Et derrière aussi l'idée de renforcer les liens entre le monde politique et la population. Une invitation au dialogue. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre et les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch présente Agriculture durable.